Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous vous portez bien. Nous découvrons ensemble aujourd'hui une nouvelle d'Agatha Christie. Juste à titre de remarque, un des personnages principaux s'appelle James Bond, mais je pense que ça n'a rien à voir avec le James Bond que nous connaissons tous. L'histoire s'intitule L'émeraude du Raja. Avec un sérieux effort, James Bond reporta son attention sur le petit livre jaune qu'il avait entre les doigts. L'ouvrage valait un shilling et posait cette question attrayante. Voulez-vous voir votre salaire augmenter de 300 livres par an? James avait terminé la lecture de 2 pages qui, en un style alerte, lui enjoignaient de regarder son patron dans les yeux, de cultiver une personnalité dynamique et d'irradier la compétence. Il en arrivait à un sujet plus subtil. Il est un temps pour la discrétion, un autre pour la franchise. Un homme fort ne doit pas toujours dire ce qu'il sait. James ferma le volume, releva la tête et regarda l'étendue bleue de la mer. Un horrible soupçon l'assaillait. Il n'était pas un homme fort. Sinon, il eût été le maître et non la victime de la situation présente. Pour la 60e fois de la matinée, il récapitula ses erreurs. Il était en vacances. Ses vacances. Qui l'avait persuadé de venir sur cette plage à la mode? Kimpton-on-Sea? Grace. Qui l'avait forcé à des dépenses auxquelles il ne saurait faire face? Grace. Et il avait accepté le projet avec enthousiasme. Elle l'avait amené ici, et quel était le résultat? Il se trouvait installé dans une humble pension de famille, à plus d'1 kilomètre de la plage. Grace qui aurait dû porter son choix sur une pension de même catégorie, pas la sienne évidemment, il est des choses qu'on ne sait pas, l'avait laissé tomber pour descendre où cela? À l'hôtel de l'Esplanade, sur le front de mer, et elle s'y était fait des amis. Des amis. Nouveau rire sardonique. James se remémora la cour patiente qu'il avait faite à Grace les 3 dernières années. Elle avait été ravie qu'on lui accordât son attention. Cela se passait avant qu'elle accédât à la gloire dans le salon de couture de Madame Bartels. Au début, c'était James qui faisait des embarras. Maintenant, hélas, la situation était renversée. Grace représentait une valeur sûre. Elle était devenue arrogante. Oui, c'était le mot. Arrogante. Un fragment de poésie revenait en mémoire du jeune homme, remerciant le ciel de jeûner pour l'amour d'un brave homme. On n'aurait pu rien observer de semblable chez Grace. Bien nourrie à l'hôtel de l'Esplanade, elle ignorait absolument l'amour du brave homme. En échange, elle acceptait les attentions d'un crétin prétentieux, un certain Claude Sopworth, qui, James en était convaincu, n'avait aucune valeur morale. James enfonça un talon dans le sol et contempla l'horizon d'un air sombre. Kimpton-on-Sea, quelle folie l'avait pris de venir dans un endroit pareil. C'était essentiellement une station riche et élégante, possédant 2 grands hôtels, plusieurs longues avenues, bordées de pittoresques bungalows, appartements à des actrices en vue, et à des membres de l'aristocratie anglaise, ayant épousé des veuves bien nanties. Le plus petit bungalow était loué, meublé, 25 guinées par semaine. Cela laissait à penser quel pouvait être le montant du loyer des grandes villas. James tournait justement le dos à celle du fameux Lord Edward Campion, qui avait invité une foule de gens des plus distingués, entre autres le Raja de Maraputna, dont la fortune était fabuleuse. James avait lu tout ce qui le concernait dans le journal local du matin, l'étendue de ses propriétés aux Indes, ses palais, sa merveilleuse collection de bijoux, avec une mention spéciale pour une fameuse émeraude qui atteignait la taille d'un œuf de pigeon. Mais l'expression le frappait. Si j'avais une émeraude comme ça, Grace verrait bien, dit-il, les sourcils froncés. Le sentiment qu'il éprouvait était assez vague, mais il se sentit mieux de l'avoir énoncé. Des voix rieuses le hélèrent, et il se retourna brusquement pour se trouver face à face avec Grace, Clara Sopworth, Alice Sopworth, Dorothy Sopworth et Claude Sopworth l'accompagnait. Les jeunes filles se donnaient le bras et gloussaient. « On dirait un étranger » s'écria Grace malicieuse. « Oui, répondit James. Il aurait pu, il le sentait, trouver une réplique plus éloquente. Le mot « oui » n'exprime pas exactement le débordement d'une personnalité dynamique. Il regarda Claude Sopworth,
avec un air de profond dégoût. Le jeune homme était aussi magnifiquement habillé que le héros d'une comédie musicale. James formait des vœux ardents pour que quelque chien errant vînt appliquer ses pattes souillées de sable sur la blancheur immaculée du pantalon de Claude. Lui-même portait un pantalon de flanelle grise qui avait connu des jours meilleurs. L'air n'est-il pas merveilleux, dit Clara qui renifla avec distinction. C'est vraiment revigorant. Elle gloussa. C'est l'ozone, énonça Alice Sopworth, le meilleur des toniques. Elle gloussa également. J'aimerais cogner leurs têtes stupides l'une contre l'autre, pensait James. Pourquoi ces rires? Qu'ont-elles de drôle? Allons-nous prendre un bain ou est-ce trop fatigant? Demanda l'impeccable Claude avec langueur. Une série de cris aigus accueillit la proposition. James accepta lui aussi. Il réussit à tirer Grace à l'écart. Je ne vous vois plus. Nous sommes ensemble à présent, et vous pouvez venir déjeuner avec nous à l'hôtel si... Elle s'interrompit pour regarder les jambes de James. Qu'y a-t-il? Je ne suis pas assez élégant pour vous, sans doute. Vous pourriez, mon cher, prendre un peu plus soin de vous. Tout le monde ici est si merveilleusement chic. Regardez Claude Sopworth. Oh, je l'ai regardé, je n'ai jamais vu d'homme ressemblant davantage à un âne. Grace pinça les lèvres. Inutile de critiquer mes amis, James. Cela ne se fait pas. Il est habillé comme tous les gens bien de l'hôtel. Bah, savez-vous ce que j'ai lu l'autre jour dans Bavardage mondain? Eh bien que le duc, je ne me rappelle plus de son nom, mais c'était un duc. En tout cas, était l'homme le plus mal habillé de l'Angleterre. C'est possible, mais il s'agit d'un duc. Et puis, qui vous dit que je ne serai pas duc un de ces jours, ou père, pour le moins? Il tâta le petit livre jaune à travers sa poche, et récita à la jeune fille toute une liste de pères du royaume qui avaient eu dans la vie des débuts beaucoup plus obscurs que James Bond. Grace ne put s'empêcher de rire. James, ne soyez pas si niais. Vous voyez comte de Kympton-on-Sea? Il lui lança un regard où se mêlaient la rage et le désespoir. L'ambiance de cet endroit avait certainement influé sur la jeune fille. La plage de Kympton est une longue étendue de sable. Une rangée de cabines la borde sur 2 kilomètres. Le petit groupe s'était arrêté devant 6 cabines portant l'inscription « Réservée aux clients de l'hôtel L'Esplanade ». « Nous y voici, dit Grace avec entrain. Mais je crains que vous ne puissiez venir avec nous, James. Il vous faut aller louer une tente, là-bas. On se retrouvera dans l'eau. Au revoir. » Au revoir, et James s'en fut. 12 tentes, en fort mauvais état, étaient tournées vers l'océan. Un vieux marin les gardait, un rouleau de papier bleu à la main. Il accepta la pièce de monnaie que lui donna James. Lui remit en échange un ticket arraché au rouleau. Lui tendit une serviette et, avec un petit geste par-dessus son épaule, il dit d'une voix rauque. « Prenez votre tour. » James s'aperçut qu'il n'était pas seul. D'autres que lui avaient eu l'idée de se plonger dans la mer. Toutes les tentes étaient occupées, et devant chacune d'elles un groupe s'était formé. Les gens échangeaient des regards de défi. James se joignit au groupe, le moins dense, et attendit. Les rideaux de la tente s'écartèrent, et une jeune beauté, sommairement vêtue, sortit en ajustant son bonnet de bain avec la nonchalance de quelqu'un qui a la matinée à perdre. Elle sautilla jusqu'au bord de l'eau et s'assit, rêveuse sur le sable. Rien à faire, se dit James, qui changea de groupe. Au bout de 5 minutes, l'entrée de la seconde tente se souleva lentement et livra passage à 4 enfants suivis de leurs parents. La tente était si petite qu'on avait l'impression d'assister à un tour de magie. À ce moment, 2 jeunes femmes bondirent et agrippèrent chacune un des pans du rideau. « Excusez-moi, dit la première, le souffle court. « Pardon, dit la seconde, l'œil sévère. « Je suis arrivée 10 minutes avant vous au moins, déclara la première. « Et moi, j'attends depuis un bon quart d'heure, riposta la seconde. « Allons, allons, s'interposa le vieux marin en s'approchant. Les 2 jeunes femmes se mirent à parler en même temps, d'une voix aiguë. Quand elles s'arrêtèrent, il pointa son pouce vers la seconde. « C'est votre tour. » Puis s'éloigna, sourd aux récriminations. Il ignorait qui était arrivé en premier lieu, et s'en moquait éperdument, mais son arbitrage était sans appel. James, désespéré, lui saisit le bras. « Une seconde. Vous voulez? Dans combien de temps y aura-t-il une tente libre? » Le vieux marin promena un regard morne sur les files d'attente. 1 heure, 1 heure et demie.
Je ne peux pas vous dire. À cet instant, James aperçut Grace et les Sopwith qui entraient dans l'eau. Cré bon sang. Il secoua le bras du vieux. Ne puis-je avoir une tente quelque part ailleurs? Ces cabines là-bas, elles sont vides, toutes. Possible, répondit l'ancien marin très digne. Mais elles sont privées aussi. Il s'éloigna, méprisant. Amèrement conscient d'avoir été joué, James s'écarta de la foule et s'éloigna le long de la plage furieux. C'était le comble, vraiment le comble. En passant devant la rangée des cabines, il leur lança un regard meurtrier. Indépendant libéral, il se sentait devenir socialiste et rouge. Pourquoi les riches avaient-ils des cabines et pouvaient-ils se baigner à toute heure sans être contraints d'attendre mêlés à la foule? Notre société pourrie, pourrie jusqu'au cœur. De l'eau montaient les cris d'une femme éclaboussée, la voix de Grace, et là, dominant, le braillement stupide de Claude Sopwith. Que le diable les emporte, maugréa James en grinçant les dents, exercice qu'il n'avait jamais pratiqué encore, mais dont on parlait souvent dans les romans. Il s'arrêta et tourna le dos à la mer. Avec une haine concentrée, il regarda. Nid d'Aigle, Buena Vista, Mont-Désir. C'était la coutume pour les habitants de Kimpton-on-Sea de baptiser leur cabine de bain de noms de fantaisie. Nid d'Aigle lui sembla idiot. Buena Vista dépassait ses connaissances linguistiques, mais il savait assez de français pour apprécier l'à propos du troisième nom. Mont-Désir, c'est vraiment le cas de le dire. Si les portes des autres cabines étaient soigneusement closes, celle de Mont-Désir était entrebâillée. Il regarda autour de lui. Ce coin de plage était fréquenté par des mères de famille nombreuses, attentives aux mouvements de leurs rejetons. Il n'était que 10 heures, trop tôt pour que se manifestât l'aristocratie de Canton-on-Sea. Il déjeune au lit, de cailles et de champignons servis par des valets poudrés. Peu! Aucun d'entre eux ne se montrera avant midi. Un coup d'œil à la mer, avec une régularité remarquable, les cris de Grace montaient jusqu'à lui, suivis du « ha 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 » de Claude Sopwith. « Allons-y, dit-il entre les dents. » Il poussa la porte de Mont-Désir et entra. Un instant, la vue des objets accrochés aux parois l'effraya. Mais il se rassura vite. La cabine était séparée en deux. À droite, un chandail jaune féminin, un vieux panama et une paire de sandales de plage. À gauche, un vieux pantalon de flanelle grise, un pull-over et un surroi. À chacun son domaine, James s'installa du côté messieurs et se déshabilla rapidement. 3 minutes plus tard, il était dans l'eau et faisait une démonstration natatoire de grand style, la tête immergée, les bras fouettant l'eau. « Oh, c'est vous !» s'exclama Grace. « Je craignais que vous ne mettiez des heures à être prêt dans cette foule. »« Vraiment !» Il eut une pensée affectueuse pour le petit livre jaune. L'homme fort sait être discret à l'occasion. Il avait retrouvé son égalité d'humeur. Ce fut d'un ton plaisant mais ferme qu'il écarta Claude Sopwith qui prétendait enseigner le crawl à Grace. « Non, non, mon vieux, vous n'y entendez rien, laissez-moi faire. » Et telle était son assurance que Claude s'écarta, piteux. Malheureusement, son triomphe fut de courte durée. La température des eaux anglaises n'incite pas les baigneurs à prolonger leurs ébats. Grace et les jeunes Sopwith, le nez bleu, claquant des dents, regagnèrent la terre ferme en courant. Rejeté à sa solitude, James reprit le chemin de Mont-Désir. Il se frictionna vigoureusement. Satisfait. Il avait, c'était certain, fait preuve de personnalité, de dynamisme. Il passait sa chemise lorsqu'il s'immobilisa, glacé de terreur. Des jeunes filles parlaient avec animation de l'autre côté de la porte, et ce n'était ni Grace ni ses amis. Une seule explication. Les propriétaires de Mont-Désir arrivaient. Complètement habillé, James eût pu dignement tenter d'expliquer sa présence, mais dans cette tenue, impossible. D'épais rideaux verts recouvraient pudiquement les fenêtres. Il se précipita vers la porte et s'agrippa à la poignée avec la force du désespoir. Une main tenta de la tourner de l'extérieur. « Eh bien, c'est fermé, » dit une jeune fille. « Je croyais que ce pug avait dit que c'était ouvert. »« Non, c'est Woggle. »« Que c'est bête. Il va falloir retourner pour chercher la clé. Ce Woggle est idiot. » Un bruit de pas qui s'éloignait, et James poussa un long soupir de soulagement. Puis, fébrilement, passa le reste de ses vêtements. 2 minutes plus tard, il déambulait sur la plage avec un air d'innocence agressive. Grace et les jeunes Sopwith
le rejoignirent au bout d'un quart d'heure. Le reste de la matinée s'écoula de plaisante façon. On lança des pierres, on dessina sur le sable, on badina, puis Claude consulta sa montre. L'heure du déjeuner, on ferait bien de rentrer. J'ai une faim de loup, dit Alice Sopworth. Les autres jeunes filles se déclarèrent affamées, elles aussi. Venez-vous, James demanda Grace. Les nerfs du jeune homme étaient à vif. Mes vêtements ne sont pas à votre goût, je crois. Puisque vous êtes si difficile, il vaut mieux sans doute que je m'abstienne. Grace aurait dû protester gentiment, mais l'air de la mer l'avait énervé. C'est bien quand vous voudrez, à cet après-midi. Consterné, il regarda le petit groupe s'éloigner. Ah, c'est comme ça. Franchement, elle exagère. Mélancolique, il rentra en ville. Kimpton-on-Sea compte 2 restaurants. Ils étaient bondés, bruyants. L'histoire du matin recommença. Il dut attendre son tour et davantage même. Une mégère arrivée à la dernière minute lui vola la chaise dont il allait prendre possession. Pour finir, il parvint à s'installer à une petite table toute proche d'un groupe de 3 jeunes filles échevelées qui assassinaient en chœur un opéra italien. Heureusement pour lui, James n'était pas musicien. Les mains dans les poches, il entreprit d'étudier le menu sans enthousiasme. Il n'y aura plus rien, sans doute, se dit-il. C'est bien ma veine. Au fond de sa poche, ses doigts rencontrèrent un objet dur et rond. Un galet, sans doute. Une serveuse s'approcha, traînant les pieds. Un carlet de pommes frites, s'il vous plaît. Il n'y en a plus, répondit la serveuse, le regard fixé au plafond. Un beefsteak? Il n'y en a plus. Qu'est-ce qui reste alors? Outragée, la serveuse posa un index douteux sur le haricot de mouton. Résigné, James acquiesça et la jeune fille s'éloigna. Machinalement, il avait tiré de sa poche le galet. Il ouvrit les doigts et brusquement, toutes ses préoccupations passèrent au second plan. Ce n'était pas un humble caillou rond qu'il tenait dans le creux de la main, mais une énorme pierre verte, rutilante. Horrifié, il ne pouvait en détacher les yeux. Non, ce n'était pas une émeraude, mais du verre coloré, une émeraude de cette taille, impossible. Et soudain, une phrase lue le matin lui revint en mémoire. La fameuse émeraude du Raja, de Maraputna, et grosse comme un œuf de pigeon. Se pourrait-il que... La serveuse revenait. Il referma les doigts d'un geste nerveux. Un frisson lui glaça l'échine. Était-ce l'émeraude? Il entr'ouvrit les doigts, jeta un coup d'œil. Il n'était pas expert en pierres précieuses, mais cet éclat, ces feux, le doute n'était pas possible. Les 2 coudes sur la table, il regardait, sans le voir, le haricot de mouton, se figeant dans le plat. Le mot « police » s'inscrivit en lettres de feu dans son esprit. Qui trouve un objet de valeur se doit d'aller le porter au commissariat de police. Lui avait-on appris dans son enfance? Oui, mais comment se trouvait-elle dans sa poche? On allait sans nul doute le lui demander. Comment répondrait-il? Il abaissa un regard désespéré sur ses jambes, et un étrange soupçon l'assaillit. Rien ne ressemble davantage à un vieux pantalon de flanelle grise qu'un autre vieux pantalon de flanelle grise. Instinctivement, il sentit que ce n'était pas le sien. Sa découverte l'étourdit un instant, et il se renversa sur le dossier de sa chaise. Dans sa hâte de quitter la cabine de bain, il s'était trompé de pantalon, tout simplement. Mais cela n'expliquait rien. Que faisait cette pierre, incomparable, d'une valeur énorme, dans cette poche? Étrange, évidemment. Il pourrait expliquer à la police. Une situation embarrassante. Il lui faudrait avouer qu'il était entré dans une cabine qui ne lui appartenait pas. Une faute vénielle qui le mettait pourtant en fâcheuse posture. « Vous voulez autre chose, peut-être » La serveuse regardait d'un œil soupçonneux le plat resté intact. Vivement, James en fit glisser une partie dans son assiette, régla l'addition et sortit à jeun. Il s'était arrêté indécis sur le trottoir lorsqu'un placard de l'autre côté de la rue attira son attention. Le journal du soir de Manchester annonçait en gros caractères « Disparition de l'émeraude du Raja ». Il sentait ses jambes se dérober sous lui. Puis il acheta le journal. Cambriolage sensationnel chez Lord Edward Campion. Vol de la fameuse émeraude. Perte terrible pour le Raja de Marabutna. La veille, Lord Campion avait reçu de nombreux amis. Désireux de montrer la pierre à l'une de ses invitées, le Raja était monté la chercher et avait constaté sa disparition. La police appelée n'avait relevé aucun indice utile. James laissa tomber la feuille.
Comment l'émeraude avait-elle pu échouer dans la poche d'un vieux pantalon, accroché dans une cabine de bain, à la portée du premier venu? Et que dirait la police s'il allait lui conter son histoire? On n'en croirait rien, évidemment. Pouvait-il garder dans sa poche un bijou volé, qui eût suffi à payer la rançon d'un roi recherché par toutes les forces de police du district? Il fallait prendre une décision. Choisir. Aller tout droit au commissariat et raconter son aventure, cette première solution ne lui souriait pas. Ou se débarrasser de l'émeraude. Pourquoi ne pas en faire un paquet et la retourner au Raja? Il secoua la tête. Non, il avait lu beaucoup de romans policiers et voyait déjà les fins limiers du royaume penchés sur le colis et découvrant en moins d'une heure, au moyen de microscopes et autres appareils de précision, la profession de l'expéditeur, son âge, ses habitudes et la couleur de ses yeux. On le retrouverait très vite. Puis une idée lui vint, admirable de simplicité. C'était l'heure du déjeuner, la plage était déserte. Il n'avait qu'à retourner à Montdésir et remettre le pantalon à sa place et reprendre le sien. Il se mit en route sans attendre. Mais sa conscience parlait, protestait. Cette émeraude devait être rendue à son propriétaire. Peut-être lorsqu'il aurait changé de vêtements, pourrait-il se livrer à un petit travail de détective. Ce fut dans cette intention qu'il aborda le vieux marin, inépuisable source de renseignements. « Excusez-moi, monsieur. Je crois qu'un de mes amis a une cabine de bain sur la plage. Monsieur Charles Lambton, n'est-ce pas? On désire. » Assis très droit sur sa chaise, la pipe aux dents, le vieux contemplait la mer. Il déplaça légèrement son brûle-gueule et répondit sans lever les yeux. « Mon désir est à Lord Edward Campion, comme tout le monde le sait. Je n'ai jamais entendu parler de monsieur Charles Lambton. Ça doit être un nouveau. »« Merci, répondit James qui s'éloigna. L'information le stupéfiait. Le Raja n'avait tout de même pas glissé son émeraude dans cette poche pour l'y oublier ensuite. Non, mais le voleur se trouvait évidemment dans la maison. Il s'en tenait à son projet le plus simple. Comme il l'avait prévu, la plage était déserte et la porte de la cabine était entrebâillée. Il ne perdit pas une seconde. Il venait à peine de décrocher son pantalon qu'une voix, dans son dos, le fit se retourner brusquement. « Je vous y prends, mon garçon. » Un homme s'encadrait sur le seuil, bien habillé. Il avait environ 40 ans, le visage dur. James le fixa bouche bée. « Je vous y prends, » répéta l'autre. « Qui êtes-vous ?»« Inspecteur Mary Lees, du Yard, » répondit sèchement l'autre. « Alors, cette émeraude. »« L'émeraude » répéta James, cherchant à gagner du temps. « Vous me comprenez fort bien. Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Mais si, mon garçon. Tout cela est une erreur, je puis vous expliquer facilement. » Une expression de lassitude passa sur le visage de l'autre. « Ils disent tous cela, vous l'avez trouvé sur la plage en vous promenant, n'est-ce pas ?» C'était à peu près cela, mais James ne voulait pas s'avouer vaincu. « Qui me dit que vous êtes vraiment un officier de police ?» dit-il sans grande assurance. Mary Lees retourna le revers de sa veste, exhiba un insigne que James contempla les yeux ronds. « Vous voyez que vous êtes fait, mon ami. J'ai comme une idée que vous êtes novice, c'est votre première affaire. » Le ton était presque cordial. James acquiesça d'un signe de tête. « Je m'en doutais, dit l'autre. Alors, mon garçon, êtes-vous prêt à me donner cette émeraude ou dois-je vous fouiller ?» Le jeune homme trouva l'usage de la parole. « Je ne l'ai pas sur moi, déclara-t-il. » Il réfléchissait très vite. « Vous l'avez laissée dans votre chambre ?» demanda Mary Lees. James fit un signe de la tête. « Parfait. Allons chez vous. » Il glissa son bras sous celui de James. « Inutile de chercher à me fausser compagnie. Nous allons nous rendre chez vous et vous me donnerez l'émeraude. »« Si je vous la donne, me laisserez-vous partir ?» demanda James d'une voix tremblante. Mary Lees parut embarrassée. « Nous savons de quelle façon le vol a eu lieu. Nous n'ignorons pas le rôle joué par une certaine dame. Bref, le Raja ne tient pas à ce que l'on ébruite l'affaire. Vous connaissez les coutumes de la police locale. » James, qui en ignorait tout, hocha la tête avec un air de profonde compréhension. « Cela sera parfaitement irrégulier, mais vous ne serez pas inquiétés. » Ils avaient remonté l'esplanade et entré en ville. James montrait le chemin, mais son compagnon ne desserrait pas son étreinte. Soudain, il hésita. Mary Lees lui lança un regard amusé. Il passait devant le commissariat de police et le détective avait remarqué le coup d'œil angoissé de son prisonnier. «
je vous donne votre chance. C'est à ce moment que les choses changèrent brusquement d'aspect. James s'accrocha au bras de son compagnon et se mit à crier de toute la force de ses poumons. À l'aide! Aux voleurs! Aux voleurs! On se précipita, on les entoura. Mary-Louise se débattait et tentait de se libérer de l'étreinte de James. J'accuse cet homme, cria James. Il a fouillé mes poches. Qu'est-ce qui vous prend, abruti? S'exclama l'autre. Un agent s'approcha. On emmena les deux hommes au poste. Cet homme vient de me voler, déclara James, très ému. Il a glissé mon portefeuille dans sa poche droite. Cet individu est fou, grommela l'autre. Regardez donc vous-même, inspecteur. Vous verrez bien qu'il ment. Sur un signe de l'inspecteur, l'agent glissa une main dans la poche de Mary-Louise et en sortit un objet qu'il contempla avec une exclamation de stupeur. « Crénom !» s'écria-t-il, oubliant la dignité de ses fonctions. « Mais c'est l'émeraude du Raja !» Mary-Louise paraissait encore plus incrédule que les autres. « C'est monstrueux, cet homme a dû glisser cet objet dans ma poche, pendant que nous parlions. C'est un coup monté. » L'assurance de Mary-Louise impressionnait l'inspecteur, qui jeta un regard soupçonneux à James. Il murmura quelques mots à l'agent, qui sortit aussitôt. « À présent, messieurs, si vous voulez bien déposer l'un après l'autre. »« Parfaitement, dit James empressé. Je me promenais sur la plage quand cet individu m'a abordé. Il y avait entre nous, prétendait-il, des liens de parenté. Je ne me souvenais pas l'avoir jamais vu, mais ma politesse naturelle m'interdit de le lui dire. Nous avons fait un bout de chemin ensemble. Son attitude m'avait causé quelques soupçons. Et comme nous passions devant le poste de police, j'ai senti sa main glisser dans ma poche. Je l'ai retenue et j'ai appelé à l'aide. L'inspecteur se tourna vers Mary-Louise. « À vous, monsieur. » L'autre parut légèrement embarrassé. « Cette histoire est presque exacte, dit-il doucement, à ceci près que c'est lui qui m'a abordé prétendant me connaître. Sans doute cherchait-il à se défaire de l'émeraude qu'il a glissée dans ma poche pendant que nous parlions. » L'inspecteur posa sa plume. « C'est bien, dit-il sans se compromettre. J'attends quelqu'un qui nous aidera à faire le jour sur cette affaire. » Mary-Louise fronça les sourcils. « Je ne puis réellement pas attendre, murmura-t-il en consultant sa montre. J'ai un rendez-vous. Vous n'allez tout de même pas admettre l'idée, ridicule, inspecteur, que j'ai pu voler cette émeraude et la promener sur moi. Cela semble peu vraisemblable, je le reconnais, admit l'inspecteur. Mais je vous demande quelques minutes et tout va s'éclaircir. Ah, voici sa seigneurie. » Un homme de haute taille, d'une quarantaine d'années, venait de pénétrer dans la pièce. Il portait un pantalon effrangé et un vieux chandail hors d'âge. « Que se passe-t-il, inspecteur? Vous avez retrouvé l'émeraude, paraît-il. C'est du beau travail. Quelles sont ces deux personnes ?» Son regard effleura James et se posa sur Mary-Louise qui perdit un peu de sa belle assurance. « Par exemple, Jones !» s'écria le nouveau venu. « Vous reconnaissez cet homme, Lord Edward ?» demanda l'inspecteur. « Et comment c'est mon valet de chambre? Depuis un mois déjà. Les policiers de Londres l'ont immédiatement soupçonné, mais la fouille de ses affaires n'a donné aucun résultat. Il avait l'émeraude dans la poche, dit l'inspecteur. C'est ce monsieur qui nous l'a signalé, ajouta-t-il en désignant James. La seconde d'après, Lord Edward le félicita. « Vous l'avez soupçonné à première vue ?»« Oui, répondit James, j'ai dû faire un peu de mise en scène pour l'amener au poste. »« C'est magnifique, absolument magnifique. Venez avec moi, nous déjeunerons ensemble, à moins que ce ne soit déjà chose faite. À cette heure-ci... » « Non, je n'ai pas encore déjeuné, répondit James, mais plus un mot. Le Raja voudra absolument vous remercier de lui avoir rendu son émeraude. Cette histoire me stupéfie, je l'avoue. » Ils sortirent du poste côte à côte. « J'aimerais, dit James, vous raconter les faits tels qu'ils se sont passés en réalité. » Son récit plut beaucoup à sa seigneurie. « C'est la meilleure que j'ai jamais entendue. Je comprends tout à présent. Jones a dû se précipiter vers la cabine de bain pour y cacher le bijou. Il savait que la police passerait la maison au crible. Personne ne penserait au vieux pantalon que je mets pour aller à la pêche et que je laisse suspendu un clou dans la cabine. Il a dû avoir chaud en ne retrouvant plus l'émeraude là où il croyait l'avoir mise. En vous voyant, il a compris. Mais vous, comment avez-vous deviné qu'il n'était pas détective? Un homme fort, se dit James, sait être discret à l'occasion. Il eut un léger sourire, tout en caressant du bout des doigts le petit insigne d'argent fixé sous le revers de son veston. Une étrange coïncidence avait voulu que Jones, lui aussi,
eût été membre du super club cycliste de Merton Park. James! Il tourna la tête. Grace et les jeunes Sopwith le hélaient, d'un trottoir à l'autre. Voulez-vous m'excuser un instant demanda-t-il à Lord Edward. Il traversa vivement la rue. Nous allons au cinéma, dit Grace. J'ai pensé que vous aimeriez nous accompagner. Je suis désolé, répondit-il, mais je vais déjeuner avec Lord Edward Campion. Oui, cet homme en face, si à l'aise dans ses vieilles frusques. Il tient à me présenter au Raja de Maraputna. Il salua poliment et rejoignit son compagnon. Fin. J'espère que cette histoire vous a plu. On se donne rendez-vous pour une autre. En attendant, je vous souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée. Au revoir et merci.